Oui. J'ai du mal à mettre les deux. Voilà, ça tourne. Ah non, c'est pas tout le monde. Ça change pas, ça. C'est allez, on dirait. Non, non. Moi, je mets ACDC. Elle est calée. Après, c'est pas une commission. Bon, allez, on va y aller. On y va. On a la musique. Oula. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Boras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bonne journée Christophe. Bonne journée Jacqueline. 9h30, 11h, c'est maintenant le bar de l'économie en direct sur Radio IDFM 98, idfm98.fr ou Facebook en vidéo live, page bar de l'économie. Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, mardi 2 février, nous allons parler de recrutement indépendant, d'enseignement supérieur avec une mise en lumière de tous les dispositifs qui en découlent pour développer de nouvelles compétences et rebondir. Et pour présenter ces thèmes, avec nous dans le studio, Aurélia Jublin. Bonjour Aurélia. Bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde. Aurélia, vous êtes depuis septembre 2019 la fondatrice et dirigeante de Repère Âge, un cabinet de recrutement indépendant, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix de créer votre propre cabinet. À vos côtés, Mathieu Pénaud. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, vous êtes le dirigeant du groupe NSUP qui réunit école NSUP et NCTech que vous avez racheté en janvier, dont vous avez pris la direction en janvier 2013. Un groupe créé en 1989 dans les Yvelines et qui est aujourd'hui implanté sur 2 campus, Guyancourt et Cergy. Nous découvrirons avec vous la vocation et la finalité de ce groupe. Avec plaisir. À vos côtés, Viviane Noël. Bonjour Viviane. Bonjour. Viviane, vous êtes responsable des relations entreprises NSUP Cergy et vous nous direz en quoi consiste précisément votre mission au sein de ce groupe. Avec plaisir. Bienvenue et merci à tous les 3 pour votre présence en direct sur Radio IDFM. Aujourd'hui, pas de chronique de notre expert en communication Étienne Barrier. Nous le retrouverons la semaine prochaine. Mais en attendant et pour commencer, voici l'info du jour. Alors, quels sont les changements à attendre pour le mois de février? Avec vous, nous faisons le point. Hausse des prix du gaz et de l'électricité. Sous l'effet d'une hausse des cours sur les marchés financiers causée par une vague de froid en Asie, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 3,5% en moyenne. Attendus depuis longtemps, ceux de l'électricité progressent de 1,6%. Une hausse justifiée par les conséquences de la crise sanitaire, explique la Commission de régulation de l'énergie. Autre changement, maintien de la prise en charge du chômage partiel. La baisse de l'indemnisation qui devait tomber à 60% du salaire brut au 1er février, contre 70% actuellement, a été reportée au 1er mars. Prolongement de la validité des tickets restaurants 2020. Cette validité est étendue jusqu'au 1er septembre 2021 afin de répondre à la fermeture prolongée des restaurants. Mise en place d'un chèque psy. Depuis hier, les étudiants en situation de mal-être pourront bénéficier d'une prise en charge de leur consultation chez un psychologue ou un psychiatre. Augmentation des prix des péages. Les véhicules légers, dits de classe 1, devront débourser en moyenne 0,44% de plus pour franchir les péages routiers. Et pour finir avec une note plus souriante, une fois n'est pas coutume, le prix de certains paquets de cigarettes va diminuer. Mais oui, d'après les douanes françaises, à compter d'hier, 1er février, le paquet de 20 cigarettes coûtera 10 centimes de moins pour certaines marques. Je vous laisse aller sur Internet pour trouver le nom de ces marques. Un commentaire sur ces changements au 1er février, Aurélia Jublin, est-ce que vous souhaitez... Non, écoutez, c'est des augmentations régulières, donc oui. On prend l'habitude maintenant. C'est vrai, ouais. On accepte. On est très passif. C'est ça. Mathieu Pénaud, un commentaire peut-être sur une de ces nouvelles. Je rejoins exactement ce qui a été dit. Tout augmente au 1er février. Je pense à mes amis fumeurs qui vont peut-être avoir une bonne nouvelle. Alors, je fume pas, je ne selon bois la pas, marque. Exactement. Donc, ça ne me parle pas, mais je pense à eux. Oui. Au moins une goutte d'optimisme dans ces moments qui ne sont pas toujours évidents. Et vous, Viviane?
Il y a le maintien effectivement du chômage partiel. C'est ça qui vous paraît important. Qui nous paraît important par rapport justement, entre autres, aux étudiants en alternance. C'est ça. Et puis aussi peut-être la mise en place de ce chèque psy dont vous aviez entendu parler. Bien sûr, oui. on a entendu parler. C'est vrai que, alors c'est toujours pas évident de parler à des jeunes de ce genre de sujet, oui. Mais on essaye, quand on sent ce genre de soucis, d'essayer de les aiguiller vers des personnes qui sont spécialisées sur ce genre de domaine. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On en parlera parce que je pense qu'on parle de beaucoup de jeunes qui sont en détresse en ce moment. Tout à fait. Mais on sera optimiste parce qu'il faut l'être. Oui. Et c'est important. Il faut le rester. Exactement. Merci à tous les trois pour vos points de vue. On fait une pause et on se retrouve juste après. On s'entend bien. On s'entend bien. On sait si on est bien. Ah là, par le coup, il n'y a pas de sujet. À l'antenne de Radio IDFM, Amir avec son titre On dirait. Et toujours sur Radio IDFM, c'est le bar de l'économie. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélia Jublin, fondatrice et dirigeante de Repérage, un cabinet de recrutement indépendant. Mathieu Pénaud, chef d'entreprise du groupe NSUP. Et Viviane Noël, responsable des relations entreprises NSUP chez Sergi. Aurélia Jublin, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélia, les ressources humaines semblent être une véritable vocation puisque vous possédez un master dans cette discipline. Expliquez-nous ce qui vous a motivé pour aller dans cette voie. Écoutez, moi j'ai toujours aimé aider les gens. Oui. Voilà. Donc après des études de comptabilité et puis une expérience dans la vie professionnelle, j'ai eu l'occasion en effet de pouvoir m'orienter vers les ressources humaines. Et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai commencé par un service paye et puis je suis arrivée jusqu'à un métier de RRH en reprenant mes études pendant que je travaillais. Et puis en fait, j'ai longtemps été en relation avec des cabinets de recrutement pour des recrutements et j'ai toujours eu ce petit côté de déception, malheureusement, avec les cabinets de recrutement et ils répondaient pas forcément à mes attentes. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi je vais faire le nécessaire pour répondre aux attentes des entreprises. Je sais ce qu'ils attendent, puisque voilà, moi c'est ce que j'attendais. Vous aviez cette expérience? Voilà, j'avais une expérience, donc c'est vrai que j'ai fait quand même plus de 20 ans dans les ressources humaines. Et donc voilà, je voulais vraiment apporter cette maîtrise que j'avais, mais avec une approche un peu différente quand même sur le recrutement. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon cabinet, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est ça, pour vous c'était une évidence. C'est ça, ouais. C'était une évidence, tout à fait. Alors justement, quelles sont les qualités indispensables pour vous pour exercer cette profession? La bienveillance déjà, surtout l'écoute aussi bien du client, mais l'écoute des candidats. Et puis en fait, moi ce que je cherche, c'est surtout recruter sur l'humain. Voilà, les compétences techniques, elles s'acquièrent au fur et à mesure de la vie. Voilà, donc les gens les ont. Voilà, moi je vais pouvoir les étudier, les valider, on va dire. Plus ou moins sur le papier. En effet, j'ai pas forcément moi les compétences techniques de tous les métiers. Ça va être plus l'employeur qui va en effet pouvoir juger de cela. Par contre, moi, je vais pouvoir juger par contre sur le comportement, sur le savoir-être, le savoir-vivre, parce que ce sont des compétences qui ne changent pas au cours de la vie. Qui sont invariables. Voilà, tout à fait. Et puis malheureusement, les recrutements peuvent parfois être voués à l'échec à cause justement d'un problème de comportement. Et c'est pour ça que moi, je fais vraiment une étude auprès de mes clients. Je passe beaucoup de temps avec eux. Je cherche vraiment à connaître quelles sont leurs attentes, leurs besoins, mais aussi l'attente de quel est le profil du candidat qu'ils veulent embaucher. Et de ce fait, j'adapte mes entretiens pour que ça colle au mieux. Alors, ces difficultés dont vous parlez, auxquelles vous avez été confrontés, est-ce que vous pensez que c'est dû à une question de rendement dans les grosses entreprises? Oui et non. En fait, ils vont rechercher parfois tout ce qu'il y a sur le papier. On se fie au CV du candidat et on ne voit pas forcément derrière ce qu'il y a à côté, parce que la personnalité, c'est important. En effet, quand quelqu'un qui se sent pas bien dans l'entreprise ne va pas faire de rendement, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est un élément essentiel. Bien sûr. Et si on part le matin travailler avec
le moral dans les chaussettes, c'est sûr que c'est pas... Oui. Ouais, c'est clair. Donc vous pas. passez beaucoup de temps lorsque vous recrutez à vous rencontrer les gens plusieurs fois? Alors moi, bon, actuellement, j'ai pas forcément l'obligation de rencontrer des candidats. J'ai cette chance de pouvoir réussir à comprendre le candidat par téléphone. J'ai peut-être cette petite chose supplémentaire qui fait que rien que de faire parler la personne, en fait, un entretien d'embauche, c'est pas un questionnaire piège. Ça, pour moi, je suis pas d'accord. Moi, le questionnaire, c'est vraiment un échange. C'est pas un questionnaire standard, en tout cas. Voilà, moi, c'est vraiment un échange. Je fais parler le candidat et au final, j'arrive à comprendre qui il est. Et forcément, je saurai si ça va correspondre avec mon client, si c'est ce qu'il attend, si, voilà, par rapport... Parce qu'en fait, chez le client, je vais voir aussi... Je vais essayer de rencontrer les managers, je vais essayer de rencontrer les collègues avec qui il va travailler. Et tout de suite, je saurai si, en effet, c'est la personne qu'il faut ou pas. Sur le papier, ils peuvent tous être bons, mais derrière, après, c'est la personnalité. Il y a une notion d'empathie qui est importante. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous venons de vivre une crise sans précédent. Enfin, elle n'est même pas terminée d'ailleurs. Comment avez-vous vécu cette année 2020 ? Ça a été compliqué, en effet, puisque moi, ça a été l'ouverture de ma société, donc qui avait très très bien démarré, qui s'est arrêté brusquement. Donc, bon, j'avais quelques dossiers, donc c'était bien. J'ai pu, pendant le confinement, continuer à travailler dessus. Ça s'est rouvert après. Donc, il y a du travail, il y a beaucoup de... Il y a de la demande. Il y a de la demande. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de métiers qui recrutent. Et puis voilà, moi je suis optimiste, je sais que ça fonctionne, je sais que les gens ont besoin de moi et surtout que j'ai une approche un peu différente, donc je sais que je peux très bien correspondre aux attentes de tout le monde. Ouais. Comment vous êtes-vous financé pour créer votre cabinet? Est-ce que vous aviez besoin de beaucoup de fonds? Alors non, justement, c'est l'avantage du fait que je suis indépendante, moi je travaille de chez moi. Oui. Je travaille après avec des clients partout en France, donc oui, je me déplace beaucoup, en effet, pour aller rencontrer tout le monde, mais j'ai cette chance de ne pas avoir un gros investissement pour créer ma société. Alors vous privilégiez plutôt l'industrie parce que vous considérez que c'est un secteur qui recrute. Oui. Et c'est une bonne chose parce que justement l'industrie aujourd'hui est de plus en plus mise à l'honneur. Oui, tout à fait. L'industrie revient en France depuis quelque temps, là, surtout depuis le Covid, beaucoup d'entreprises ont recommencé à créer en France. L'industrie a fait peur pendant de nombreuses années, même aux écoles. Les écoles d'enseignement général ne poussaient pas forcément les jeunes dans l'industrie en disant que c'était des métiers sales, plus ou moins. Par rapport à l'écologie, même si elle n'existait pas. Alors qu'en réalité, quand vous allez visiter un atelier, vous verrez que c'est très propre, c'est très aseptisé justement, même parfois. Et en fait, c'est un très beau métier. Il y a beaucoup de compétences techniques à avoir, à acquérir. Et voilà, donc je pense qu'il faut envoyer des jeunes dans ces métiers. C'est des métiers en plus qui payent bien. Donc c'est surtout ce que cherchent les jeunes actuellement. Et en effet, ça pourrait tout à fait leur correspondre. Ouais. Des métiers aussi qui permettent peut-être de se mettre à son compte, parfois. Oui, pourquoi pas, parce qu'une fois qu'ils ont vraiment acquis vraiment de nombreuses compétences, ils peuvent créer leurs entreprises. Donc oui, vous pouvez être après vendeur de compresseurs, par exemple, ou de plein de choses, et être installateur chez les clients. En revanche, vous avez délaissé le BTP, pour quelle raison? Alors, le BTP, je le délaisse, enfin sur la partie, je vais dire plus... La technique pure, ça va être les métiers de maçon, les métiers d'électricien et tout ça, puisque en fait, le problème, c'est que je ne peux pas aller trouver les candidats, puisque ce ne sont pas des candidats qui mettent leur CV en ligne. Moi, je fais de la chasse, surtout, et ce sont des gens qui mettent beaucoup, qui donnent leur CV, surtout dans les agences d'intérim, et ils travaillent beaucoup en intérim, et ça, malheureusement, ce n'est pas mon secteur. Je ne travaille pas avec de l'intérim, je suis surtout sur des CDI ou des CDD longue durée en fait.
Alors, ce que vous appelez de la chasse, c'est-à-dire vous essayez de repérer un candidat pour, qui est recherché par une entreprise et pour vous essayer de faire passer ce candidat dans l'entreprise, c'est Voilà, ça, la chasse? Voilà. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc en fait, moi je suis connectée à de nombreuses CVTech, on appelle ça. Donc c'est-à-dire c'est des lieux où les candidats mettent leur CV en ligne. Ça peut être Indeed, Région Job, l'APEC, Car Emploi, enfin voilà, plein de choses, plein de sites comme ça. Et en fait, moi, je vais chercher les candidats par rapport à des mots-clés, tout simplement. Donc, on cherche, je ne sais pas, un couvreur, par exemple. Bon, je vais taper couvreur, mais je vais saisir aussi d'autres mots à côté pour essayer de trouver les candidats. Et dès que je trouve des candidats, je les contacte. Voilà. Donc, il y a cette partie chasse, en effet. Il y a aussi toute la partie sur les réseaux sociaux, puisque LinkedIn est très, très puissant pour ça, par exemple. Ouais. Et puis après, il y a aussi le système des annonces, évidemment, qui fonctionne toujours, qui fonctionne bien. Alors, dans cette opération de chasse, j'imagine que les candidats sont toujours flattés qu'on les chasse. Tout à fait. Vous le ressentez comme ça? Ils sont surpris, souvent. Comment ça se fait? Vous avez trouvé mon CV où? C'est toujours un peu ça. Mais ils sont contents. Ils sont contents. Après, c'est une reconnaissance. Oui, ils se disent, tout compte fait, j'ai pas mis mon CV pour rien sur Internet. Et donc voilà, je pousse les gens à mettre leur CV sur Internet, justement, parce que c'est pas en vain. C'est pas en vain. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Oula, beaucoup de choses. J'aime justement le fait de pouvoir rendre service à mes clients, puisque parfois quand ils m'appellent, c'est le désespoir. Ça fait parfois même 2 ans qu'ils cherchent quelqu'un qu'ils ne trouvent pas, et je suis là pour les sauver, entre guillemets. Et puis pouvoir aussi donner une chance aux candidats. Ce sont des gens des fois qui sont malheureux dans l'entreprise où ils sont, et je leur trouve la possibilité de pouvoir avoir enfin une entreprise face à eux qui va être, ils vont pouvoir s'épanouir dans leur nouvelle société. Donc, voilà. Je retiens que vous avez ce côté comme ça, sauveur c'est ça. De l'humanité. J'aimerais bien. Alors, à vos côtés, nous avons Mathieu Pénaud et Viviane Noël. Est-ce que vous recrutez aussi pour des écoles? Alors non, j'ai pas eu encore l'occasion de recruter pour les écoles. Pas encore. Voilà. Après, c'est vrai que moi je suis pour l'apprentissage. Je trouve que c'est essentiel, et ces profils-là, je les privilégie. Quand j'ai des jeunes, quand je dois choisir un profil junior, je privilégie les juniors qui ont fait un apprentissage, tout à fait. Oui. Donc il y a peut-être une ouverture avec nos autres invités. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand vous avez 3, 4, 5 ans d'alternance, automatiquement vous avez une maturité professionnelle à 22, 23 ans que, par exemple, moi, à mon âge, avec les études que j'avais faites, je n'avais pas. Et on sent vraiment une super maturité. Et effectivement, je vous conseille de continuer à faire ce choix, parce que c'est souvent des jeunes qui perdurent dans l'entreprise, parce qu'ils ont déjà les codes. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant. Vous pensez qu'ils s'investissent plus? En fait, plus que l'investissement, parce qu'un jeune qui fait des études sans alternance s'investit aussi, mais c'est vraiment qu'ils ont des codes. Oui. Nous, on voit des jeunes qui commencent à BTS, qui ont 4-5 ans d'alternance derrière eux. Enfin, ils savent ce que c'est qu'une relation hiérarchique, ils savent ce que c'est que parfois s'embêter dans le travail, des fois avoir des choses intéressantes, sauf que quand vous faites, par exemple, la fac, des études un petit peu différentes où il y a moins de stages ou d'alternance, vous découvrez parfois lors de votre premier métier que la vie de l'entreprise, c'est pas le monde des bisounours. Et c'est vrai que quand il y a 4-5 ans d'alternance derrière, ils ont pu se faire peur avant, et quand ils arrivent, ils sont vraiment, si je peux me permettre, un produit fini. Et c'est clairement intéressant. Enfin, c'est un modèle auquel on croit. Ils ont beaucoup d'autonomie aussi. Ils ont de l'autonomie, c'est des super profils, et on s'en rend compte. Viviane pourra en parler aussi sur nos partenaires au sens large. Enfin, ils sont ravis, et d'ailleurs la grande majorité de nos partenaires continuent par recruter les jeunes qu'ils avaient en alternance, parce qu'ils en sont très très souvent satisfaits. Oui, c'est vraiment pour vous une valeur ajoutée. C'est le modèle auquel on croit beaucoup, qui se développe de plus en plus en France, grâce à des écoles comme nous, mais grâce à plein d'écoles et plein de centres de formation. Et exactement, c'est le modèle sur lequel il faut qu'on aille. Il faut approfondir. Tout à fait. Aurélia Jublin, donc du cabinet Repérage, quels sont vos besoins aujourd'hui?
Les besoins, ça va être d'avoir de nouveaux clients, que les entreprises me fassent confiance. Oui. Voilà, donc pas hésiter. Voilà, moi j'ai cet avantage en plus d'être cabinet indépendant, donc je suis moins chère. Je veux Oui, dire c'est ça. Vous êtes plus compétitive. Voilà, plus compétitive que d'autres cabinets. En effet, j'ai pas de bureau tout simplement. Là, je travaille chez moi. Je suis seule, j'ai pas des salaires à payer, donc voilà, donc je peux me permettre en effet de faire des prix beaucoup plus intéressants. Et voilà, c'est ça qui est mon plus, mon point fort. Alors, nous avons parlé des jeunes, mais est-ce que vous recrutez aussi des seniors? Ah oui, tout à fait. Oui. Je fais pas de sélection sur l'âge. Après, on se peut que parfois des clients me demandent un petit peu, voilà, plus ou moins de limiter sur les âges. Mais voilà, moi, les gens qui ont des compétences, au contraire, plus vous êtes âgé, plus vous avez de compétences. Et donc, au contraire, c'est parfois aussi plus facile pour ces personnes de s'intégrer dans une société. On a bien compris que écouter et comprendre reste primordial pour vous. Comment peut-on vous contacter, justement, si on a besoin de se faire recruter ou de recruter? Écoutez, moi je suis présente sur LinkedIn, je suis présente également, j'ai une petite page, enfin Google My Business. Oui. Je suis en train de construire mon site internet, donc voilà, ça va se faire. Oui. Et puis après, voilà, il faut... Voilà, alors donc je voudrais dire à nos auditeurs que repérage s'écrit R-E-P-E-R apostrophe A-J. Voilà. Repérage. Voilà, Pourquoi ce nom? Parce que je voulais faire un petit jeu de mots avec mon nom, tout simplement. Oui. Donc AJ, Aurélia Jublin, voilà. Puis repérage, parce que on repère, on trouve quelqu'un, c'est l'œil. C'est aussi pour ça que mon logo est aussi comme ça. Il est représenté avec l'œil d'Horus, justement, parce que voilà, j'ai l'œil, je cible le bon candidat. Merci Aurélia Jublin du cabinet Repérage pour ce partage et félicitations pour votre parcours et puis votre enthousiasme. On sent que vous aimez ce que vous faites, donc je vous souhaite beaucoup de succès dans les mois à venir. Merci. On fait une nouvelle pause et on retrouve nos deux autres invités après. Super. Bravo. Bravo. C'est bien, super. Bon, en revanche, si j'ai oublié de vous demander quelque chose. Non, c'est très bien, parfait. Vous avez fait le tour. Après, oui, c'est vrai que vous me contactez. Oui, mais bon, c'est pour ça que j'ai préféré. Il faut redire votre nom et puis je le remettrai sur LinkedIn de toute façon. De toute façon, je vais communiquer aussi comme oui, j'ai vu hier. Il faut que vous fassiez un site web vite, peut-être. Oui, c'est vrai, enfin, un truc comme on a des alternants. J'ai mon petit neveu qui est en train de faire ses études. Un petit WordPress, un peu tout simple. Là, c'est vrai que ça joue beaucoup. J'avais commencé un peu sur les sites gratuits. Ouais, c'est ça, WordPress. Lui, il va faire quelque chose de plus sympa. Voilà. Ouais, parce que ça, c'est vrai que ça joue quand même beaucoup. Il faut être référencement naturel. Voilà, tout ça, c'est surtout sur un métier comme vous, il y a une concurrence incroyable. Soit c'est bouche-oreille, soit c'est les réseaux d'entreprise aussi. Ça, c'est vraiment facile. Oui, il y a ça. On voit souvent là-dessus. Un de prix, C'est un mot français, ça. D'accord. You want my money. Ouais, c'est And the Prix. J'avais un peu bossé une Mais c'est prestation. Et la Théo. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Mais bon, après, il y a plein de choses. Voilà, la visibilité aussi, actuellement, elle est un peu réduite du fait qu'on peut plus se voir. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'afterwork, des choses comme ça. Ouais, c'est plus compliqué, là. On n'arrête pas de se dire. C'est moins évident de faire Exactement. C'est moins évident de faire du réseautage et de même rencontrer des gens dans un cadre un peu différent. C'est vrai que même la CPME, toutes ces choses-là, ce sont des points des lieux essentiels pour vous, pour vous faire connaître. On était bien. On est en cours. C'est Monsieur Cuchy, c'est ça? Qu'on rencontre dans pas longtemps. Non, enfin après on a été bien accueillis, donc c'est l'avantage. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir rencontrer. J'ai oublié les noms des gens parce que je me souviens pas tous. C'est Cuchy. Ouais, voilà, on a rencontré Jean-François Benon aussi au niveau de la. Cévo, c'est ça? C'est vrai, c'est ça. Ouais, on essaye de rencontrer un maximum. Mais bon, on rencontre, mais on rencontre pas comme avant. Vous voyez, c'est on rencontre. On voit aussi les Amnesty Active aussi 95 qui est assez aussi actif. Nous on a ce
notre intérêt, c'est effectivement de nous faire connaître comme vous, hein, pour qu'on puisse tisser des partenariats et que les entreprises se disent bah tiens, je vais penser à l'ENSUP. Vous avez des fois dans les lycées On fait beaucoup ça. En fait, c'est les équipes admission avec Morgane et ses équipes évidemment. C'est en fait, on croit beaucoup à ça en fait. C'est les interventions classe, etc. Pareil, alors, plus facile un peu fin l'année dernière. Lily Woods and the Pricks, You Want My Money sur Radio IDFM. Ce matin, au bar de l'économie, nous parlons de recrutement indépendant et d'enseignement supérieur avec mes invités Aurélia Jublin, fondatrice et dirigeante de Repérage, un cabinet de recrutement indépendant, Mathieu Pénaud, chef d'entreprise du groupe ENSUP, Viviane Noël, responsable des relations entreprises ENSUP Cergy. Merci Mathieu Pénaud également d'être parmi nous ce matin au bar de l'économie. Merci à vous. Mathieu Pénaud, je rappelle que vous êtes le président du groupe ENSUP. Co-président, parce qu'il y en a qui ne va pas être content sinon. Je suis co-président de l'ENSUP avec Alexandre Agromaillard. On rectifie tout de suite, co-président. Je suis obligé parce que sinon je ne vais pas pouvoir rentrer tranquillement. Donc un groupe ENSUP qui a été créé depuis 2013, vous êtes co-président de ce groupe. Exactement. Pourriez-vous nous retracer votre parcours avant cette acquisition? À titre personnel? Oui. Alors, moi, je suis diplômé de l'IAE d'Aix-en-Provence en 2004. J'ai commencé ma carrière à Londres, toujours dans des parties assez commerciales, dans l'édition de logiciels informatiques, donc strictement rien à voir avec la formation au démarrage. Et j'ai continué dans le domaine du conseil en management, conseil en stratégie, conseil en informatique. Et c'est là que j'ai découvert le lien entre le monde de l'entreprise et des gens qui cherchent soit du travail, soit des missions d'entreprise. Et c'est là que j'ai rencontré Alexandre Agromaillard, c'est pour ça que je voulais qu'il soit présent dans la discussion. En 2006, et avec Alexandre, qui lui avait un background un petit peu plus formation, il travaillait avec l'ECE de souvenirs sur des cours, voilà, des parties formation sur ces aspects-là. Et on avait envie de redonner un petit peu de sens à notre vie et d'accompagner des jeunes. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Alors nous, c'est des jeunes, vous, je sais que c'est pas que des jeunes. Et on s'était dit qu'il y avait un vrai besoin aujourd'hui sur cette jeunesse de pouvoir les accompagner. Je parlais de l'alternance tout à l'heure, c'est vraiment le sujet, de pouvoir les accompagner sur un métier et une carrière qui va correspondre à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. En enlevant peut-être aussi les barrages qu'on peut avoir quand on est dans le conseil en stratégie, de vendre quelqu'un, voilà, de vendre une prestation. Et c'est vrai que sur la partie enseignement, ce qu'on a retrouvé, c'est ce côté un petit peu humain qui fait qu'on prend des jeunes, on est capable de les accompagner jusqu'à un CDI, très très souvent d'ailleurs. Donc voilà mon histoire. Alors cette acquisition justement, elle a été possible grâce à la formation dont vous nous parlez, IAE, que vous avez complétée par un DESS marketing. Alors c'est la même chose, le DESS marketing a été fait oui. au sein de l'IAE. Effectivement, c'est vrai que si je dois parler de ma casquette chef d'entreprise, cette formation m'a permis d'avoir des connaissances multiples, aussi bien sur la gestion, le marketing, la vente, et c'est ce qui fait que même si je ne venais pas du domaine de la formation, ça m'a permis de gérer, là je vais passer sur le côté que j'aime un peu moins, mais le côté entreprise, de dire qu'on est en capacité de gérer cet établissement d'enseignement supérieur privé comme une entreprise qu'on a réussi à bien développer. On a récupéré une structure qui était un peu en train de péricliter avec 20, 25, 30 qui était étudiants, dormante. qui était même plus fatiguée, dormante. Plus fatiguée que dormante. Et aujourd'hui, on est fiers d'être plus de 850 sur nos deux campus, avec la probabilité d'être plus de 1000 en septembre 2021. Donc voilà, vraie réussite grâce pas qu'à mon travail, celui de tout le monde, et aussi au fait que les jeunes croient en notre modèle. Donc ce que vous voulez dire, c'est que votre formation n'était quand même pas une obligation. Vous auriez pu faire l'acquisition de ce groupe malgré... Si on doit parler vraiment en termes de chef d'entreprise, il est vrai que Alexandre est ingénieur, moi c'est plutôt donc un profil d'école de commerce, si on doit se donner deux images. C'est rassurant pour des banques, des institutions financières, d'avoir des gens qui ont un passé de cadre dirigeant et qui ont réussi à avoir des réussites dans son ancienne vie professionnelle pour pouvoir donner envie, comme je vous le disais, de reprendre une structure qui n'allait pas très bien pour la redévelopper. C'est vrai que ça a sans doute été une force.
un avantage en tout cas. Oui, non, mais je pensais qu'il y avait vraiment une obligation en termes de, au niveau de la Non. loi ou de... Non. Il y a une obligation si on donnait des cours. Quand vous donnez des cours, il faut que vous soyez Bac+5 pour donner des cours à Bac+5, mais dans Mais pas l'enseignement en tant sens large, que dirigeant. non, pas du tout. Et pour revenir au groupe donc, qui existait avant que vous en fassiez l'acquisition, vous dites qu'il était très dormant, il y avait des raisons des raisons personnelles, des raisons qui font qu'il travaillait que sur du BTS, qu'il était un petit peu plus présent sur aussi bien les jeunes, mais également un public un peu adulte. Vous savez, de former des gens qui sont en changement de vie, qui sont au niveau du pôle emploi, etc. Et donc on a un peu arrêté ça parce que c'est difficile de former dans un même lieu, on s'en est rendu compte, des adultes et des publics plutôt étudiants. Donc on a fait le choix d'arrêter cette partie un peu adulte, qui est extrêmement intéressante. Vous avez fait une étude de marché donc Oui, avant. Exactement, une étude qui disait que les jeunes ont besoin d'être entre jeunes et nous on avait besoin aussi d'avoir j'ai employé un terme qui n'est pas génial dans l'enseignement encore une fois, mais un business model qui a vraiment du sens parce qu'on ne peut pas être bon partout. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la formation intra. Nous, on a fait le choix de se spécialiser sur l'alternance, l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on réussit, c'est qu'on ne s'est pas éparpillé sur plein de sujets qui peuvent se regrouper, mais pour autant qui sont quand même assez éloignés quand on les gère au quotidien. Alors, c'est une acquisition qui s'est fait uniquement avec des fonds privés, ce qui vous laisse totalement indépendant. Exactement, c'est un choix qu'on fait. C'est une vraie richesse pour vous? C'est d'une part une richesse et puis c'est un vrai choix, c'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur, vous avez effectivement tout ce qui est public, tout ce qui est après privé sous contrat d'État, vous avez les universités par exemple, et puis vous avez de plus en plus de groupes un peu comme nous qui se rattachent à des fonds d'investissement très souvent et sur lesquels on perd le côté un peu industriel. Je pense qu'on va se retrouver avec Aurélia, c'est ça? C'est-à-dire que nous, on a envie d'être un peu des artisans. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, grâce à plus de fonds, plusieurs campus aujourd'hui, mais on aurait perdu ce qui fait notre force, c'est l'accompagnement et le fait de vouloir faire comme on veut. Et le fait d'être privé, mais surtout indépendant, ça nous permet de faire des choix stratégiques, de ne pas se développer parfois trop vite, parce que c'est souvent ce que l'on peut voir sur d'autres. Je ne critique absolument pas les autres, tout le monde fait très bien son travail, mais on est à l'aise dans ce que l'on fait. On est à l'aise dans ce que l'on fait en étant indépendant et on le restera. J'ai pu voir en effet que vous aviez un vrai travail d'accompagnement très personnalisé auprès des étudiants. Ça peut être même intéressant si Viviane, tu veux rebondir là-dessus. Viviane Noël, donc responsable des relations entreprises. Oui, sur Sergi. Sergi, oui. Ouais, sur l'accompagnement, c'est vrai que... Oui, donc en fait, nous, notre quotidien, c'est effectivement d'accompagner nos jeunes, de préparer nos jeunes, donc justement, aux entretiens. On est en recherche de partenaires, quand on a des partenaires, effectivement, on récolte des besoins et donc après, on a un accompagnement tant du côté de l'étudiant et du côté aussi de la société, puisqu'effectivement, après, il y a tout le suivi une fois que l'étudiant est en entreprise par rapport comment ça se passe. On a aussi un suivi aussi régulier au cours de l'année tant du côté du tuteur que du côté de l'étudiant. Si je peux me permettre juste de rebondir, c'est vraiment l'accompagnement pour nous, c'est alors je vais pas dire qu'on est l'école de France qui suit le plus ces jeunes, mais comme je peux me permettre et personne ne m'interdira de le dire, je vais le dire. Aujourd'hui, on passe énormément de temps avec les étudiants, c'est-à-dire qu'on leur fait le CV. On passe des heures et des heures dès le démarrage. Et en fait, un jeune qui vient chez nous et un jeune qui est NCTech ou NSUB dans sa peau avant de commencer la rentrée. Le travail, alors Viviane ne veut pas se mettre en avant, mais ils font un travail magique d'accompagnement. Là, en ce moment, en fait, on suit l'ensemble de nos étudiants, soit en visio, alors en physique, on peut plus se le permettre, mais avant on le faisait, c'est-à-dire que si vous avez 850 jeunes, les équipes de l'NSUB se déplacent 850 fois minimum en entreprise, et on est les seuls à le faire. Là, on le voit sur Sergi. Alors, je ne dis pas que les autres le font pas parce qu'ils n'ont pas envie, il y a sans doute des raisons structurelles, ils ne sont peut-être pas assez, etc. Mais nous, on met vraiment le focus là-dessus, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en entreprise pour les suivre. Parce qu'on se rend compte qu'un jeune à 20 ans, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est pas qu'il est bon, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il ne connaît rien. Et la seule chose qu'on peut lui permettre de faire au démarrage, c'est qu'il se sente à l'aise, et s'il se sent à l'aise, il apprendra, et s'il apprend, il deviendra bon. Mais au début, à 18 ans, on n'est pas bon, on ne sait rien, on connaît rien. C'est faire qu'il acquiert de l'assurance. Et donc, qu'il soit à l'aise, et donc que le tuteur soit content, que le tuteur se rende compte que un jeune, c'est pas quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui apprend. Et voilà, tout ça, c'est un travail que Viviane, les équipes, etc., font au quotidien, de prendre un peu de temps sur chacun de ces jeunes en leur disant
Voilà, c'est pas parfait, ça va pas être parfait peut-être pendant 5 ans, mais enfin moi je le suis pas encore et j'ai entre 30 et 50, j'ai 40 ans. Et automatiquement, on est vraiment dans cet état d'esprit de se dire que plus on accompagne les jeunes, moins il y aura de taux d'échec. Et c'est partout, hein, je veux dire, si vous suivez quelqu'un qui fait du sport, si vous le suivez longtemps, il sera meilleur. Voilà, ça s'appelle l'entraînement, c'est vraiment ce qu'on a mis en place. Oui, toujours veiller à ce que l'adéquation entre les formations dispensées par le groupe et les entreprises soit au rendez-vous. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, justement, dans ces écoles NSUP et NCTech, quelles études y sont enseignées? Expliquez-nous. On a deux domaines, deux écoles, excusez-moi. NSUP Business School, qui va former à tout ce qui est management au sens large, commerce, business, marketing, du Bac+2 au Bac+5 pour l'ensemble de nos formations. Une autre partie qui est la compta, la finance et les ressources humaines, hein, qui est quelque chose d'un petit peu plus nouveau sur les ressources humaines. Par exemple, c'est un master qu'on a ouvert, si je ne dis pas de bêtises, cette année, septembre 2020, avec beaucoup de demandes des entreprises d'ailleurs, et une vraie réussite sur nos deux campus sur ces aspects-là. Et on a créé donc une marque qui s'appelle NCTech, qui est notre école d'informatique en 2019. On fait de l'informatique depuis plus longtemps, on a voulu splitter un petit peu les deux domaines. Et NCTech, c'est pareil, c'est du BTS jusqu'au master. D'ailleurs, je me permets de ce passage pour évoquer le fait qu'on va ouvrir un certain nombre de nouvelles formations là, sur les deux campus à la rentrée. Alors, je ne suis pas expert en informatique, donc je vais plutôt donner des mots-clés, il ne faudra pas me poser de questions. Mais un bachelor en intelligence artificielle, en blockchain, cybersécurité, etc. Enfin, des choses qui sont très actuelles. On a embauché Monsieur Rouzy, qui est docteur en intelligence artificielle, qui s'occupe d'NCTech pour nous, qui est en train de développer plein de choses avec les équipes pédagogiques. Et on est convaincu que voilà, c'est ce qu'on disait avec Aurélia tout à l'heure. Former pour former, ça n'a aucun sens. Il y a certaines formations, alors je ne vais pas en donner parce que je vais me fâcher avec un certain nombre de personnes, mais il y a certaines formations qui sont plutôt compliquées après pour trouver un travail en adéquation avec les études qu'on a faites. Mais nous, tout ce que l'on fait, on est convaincus, les chiffres le prouvent, qu'après 4, après 2, 3, 5 ans d'alternance, les jeunes trouvent un métier. Pourquoi ? Parce que les métiers que j'ai évoqués, je dis toujours Google est notre ami, il suffit d'aller regarder dessus. Il y a un travail derrière, voilà. Que ce soit Bac+2, Bac+3, Bac+5, et je ne pense pas qu'Aurélia pourra dire le contraire. C'est plutôt difficile, voilà. Oui, tout à fait. Sur la partie informatique, je suis d'accord, la cybersécurité, c'est des métiers d'avenir. C'est en train de se développer énormément, et justement, il y a très peu d'écoles. Donc, c'est une très bonne chose qu'il faut développer. Pareil pour tout ce qui est comptabilité, moi c'est pareil, j'ai eu beaucoup de difficultés à recruter des comptables. Donc ça c'est aussi des métiers où les jeunes, il faut qu'ils y aillent. Si ça peut vous rassurer, nous aussi, alors ça ne va pas vous rassurer peut-être, mais c'est vrai que ce n'est pas des métiers qui donnent envie parfois au démarrage, les chiffres, c'est pas la génération. C'est ce qu'on disait, ce ne sont pas des métiers fun, mais qui en réalité sont des métiers très... Exactement. qui ont un bel avenir. Absolument. Mathieu Pénaud, je voudrais que vous nous expliquiez, donc vous nous avez dit que vous alliez du BTS au master en alternance ou en initiale. Je voudrais que vous m'expliquiez ces deux formules, alternance et initiale. Enfin, alternance, nous la connaissons, mais en tout cas initiale. Alors, l'initiale, ce sont des étudiants qui se forment sur un cycle qui est souvent à temps plein à l'école, excusez-moi, avec des stages. Et la vraie différence entre l'alternance et l'initiale, c'est qu'en initiale, le jeune finance ses études. D'accord ? En alternance, je vais faire assez simple, mais c'est une entreprise qui finance la formation d'un étudiant, qui va être sur un rythme alterné, c'est-à-dire souvent une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et la vraie différence, c'est ça. Et ce qui crée aussi de la valeur ajoutée sur l'alternance, c'est que vous faites une formation dans une grande école de commerce, ça peut être 10-15 000 euros annuels, plus des fois le fait qu'on doit se déplacer, donc un logement, plus le fait qu'il faut quand même vivre à côté, d'accord ? Donc tout ça, c'est des sujets qu'on rajoute. L'alternance, c'est gratuit. C'est-à-dire que le jeune a un salaire qui va entre 600 et 1200 euros par mois, net. Et en plus de cela, il ne finance pas sa formation. D'accord ? Donc, maturité, comme je le disais tout à l'heure, en ces temps qui sont quand même compliqués, une vraie indépendance économique pour l'étudiant. Et pour nous aussi, là, en termes d'école, c'est vrai qu'il n'y a pas ce lien de je paye une formation, donc c'est je paye pas une formation. Et c'est vrai que ça enlève aussi ce côté un petit peu mercantile qu'il peut y avoir dans l'enseignement parfois, où on se rend compte, si vous allez en ce moment sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étudiants d'école qui payent 10-15 000 euros par an, qui ont que du distanciel et qui se disent ça vaut pas 10-15 000 euros. Et je me mets dans la peau des écoles, ils le font pas exprès, parce qu'on n'a pas le choix.
Et c'est vrai que nous, on a cette chance de ne pas avoir au moins ce côté très souvent. On a 80% de nos étudiants à peu près qui sont en alternance, 20% en initiale. Il y a certaines formations comme les BTS informatiques, comme le DCG, enfin voilà, où en première année, c'est difficile de trouver de l'alternance, mais mon rêve ultime, ce serait que 100% des étudiants soient en alternance au sein du groupe NSUP, en tout cas. Alors, il y a malgré tout des frais de scolarité. Alors, ce que je vous dis, pour les 20% qui restent, ça va de 4 150 € à 5 990 €. Alors, ce que je dis Pour toujours, l'année? Pour l'année. C'est une somme qui est énorme pour un étudiant, mais qui est extrêmement faible. C'est-à-dire Oui, que par rapport au regard des autres écoles de commerce, bien sûr. par rapport aux autres. En fait, on part du principe que, c'est terrible ce que je vais dire, mais à ces montants-là, on perd de l'argent. D'accord? Un jeune en BTS, on a fait des calculs, c'est plutôt 10 000 € le coût annuel. 4 150, on perd de l'argent. Mais l'objectif, c'est de leur donner la possibilité, quand ils n'ont pas d'alternance, de commencer chez nous. Et quand ils basculeront en alternance, ça nous rendra en tout cas plus heureux financièrement, mais c'est surtout que le jeune n'aura pas perdu. Hein. Souvent, un jeune qui ne trouve pas d'alternance, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est pas du tout une critique, hein, c'est factuel. Il va à la fac parce que c'est gratuit. Mais si vous voulez faire comptable et que vous faites un BTS, un licence histoire de l'art, il y a une forte probabilité que ce soit compliqué à un moment ou à un autre. Ou à fac de droit, etc. Il y a un échec absolu. Donc la possibilité des fois de leur donner cette possibilité de rester chez nous en initiale avant de basculer en alternance, ça leur permet de ne pas perdre une année, quelques mois, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, comment les étudiants arrivent à vous connaître et peuvent s'inscrire chez vous? Alors, on fait ce qu'on disait avec Aurélia tout à l'heure et Viviane, on fait beaucoup d'interventions dans les lycées, d'accord? C'est comme ça qu'ont travaillé Morgane et ses équipes. Morgane qui est notre responsable promotion sur Cergy. Donc là je parle de Cergy, mais j'imagine c'est pareil pour le campus de Guyancourt. On intervient dans les lycées, on présente un petit peu qui on est, ce que l'on fait. On fait beaucoup de journées portes ouvertes, malheureusement en ce moment, qui sont virtuelles. Beaucoup de salons qui, malheureusement, aujourd'hui sont virtuels. Et après, il y a tout ce qui est Internet, avec le fait de pouvoir nous retrouver sur le site NSUP et le site NCTech. Hein, nsup.eu, nctech.eu. Voilà, c'est vraiment les flux par lesquels arrivent nos jeunes. Il est important de préciser que toutes vos formations sont reconnues par l'État? Tout à fait, tout à fait. Soit par des BTS qui sont des diplômes d'État, soit par des titres RNCP qui sont reconnus par l'État, sans rentrer trop dans les détails, mais aucune de nos formations, bien évidemment, n'est pas reconnue par l'État. Et j'ai pu voir aussi qu'une large majorité de vos formateurs sont issus du monde de l'entreprise. Tout à fait. Ça, c'est un plus aussi, probablement. Ah, c'est plus qu'un plus, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient dans des études en alternance souhaite savoir ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. C'est pas comme quand vous êtes dans des études très théoriques où effectivement il peut y avoir de la théorie. Là, on a vraiment des formateurs qui ont cette double casquette de passionnés par l'enseignement évidemment, mais surtout avec la capacité de leur donner une vraie vision de ce qui se passe en entreprise au quotidien. Combien d'étudiants accueillez-vous chaque année? Alors, sur le campus de Saint-Quentin, aujourd'hui, nous sommes environ 550 et un petit peu plus de 320 sur le campus de Cergy. Donc, c'est exceptionnel pour une première année, avec 270-280 à peu près en alternance. Et on a comme objectif d'être à peu près 500 sur le campus de Cergy l'année prochaine aussi. Oui, en ne dépassant pas ce nom parce que vous voulez rester à taille humaine. Exactement. Oui. C'est ce que l'on fait, c'est qu'on essaye, hein, il y a une dernière chose que je pourrais mettre en avant, c'est que, alors on fait tout pour être une vingtaine par classe. C'est un peu moins vrai cette année parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes sur le marché de l'enseignement, hein, des bacs, des BTS. Mais ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de rester sur quand on arrive à 20-25 étudiants, on essaye d'ouvrir une autre formation. Alors, comment s'est passée justement cette année 2020 avec la crise sanitaire? Écoutez, moi je suis un optimiste de nature, donc j'ai envie de dire bien. Je sais que le verre toujours à moitié plein. Exactement, il faut. De toute manière, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui vous avez une jeunesse qui est pas bien, c'est difficile pour eux. Si en plus on est là pour en rajouter, ça servira à rien. Moi, ce que j'ai envie de dire à cette jeunesse, c'est qu'il y a eu un avant qui était très bien. Il y a un pendant qui n'est pas terrible, mais qu'il faut vivre. Hein. Le maintenant, on ne peut pas le passer. Et il y aura un après qui est dans sans doute pas très longtemps et qui sera re-bien. Donc, il ne faut juste pas lâcher durant ce moment qui est difficile pour que quand on sera dans l'après, la vie pour redémarrer sur les chapeaux de roue. Chaque jour qui passe, le tunnel, la sortie du tunnel se rapproche. Maintenant, je ne suis pas devin, mais il ne faut pas qu'il lâche. Quelle est la procédure d'admission? Alors, procédure d'admission, quand un étudiant postule sur notre site internet, par exemple, il a un entretien individuel avec nos équipes admission, il passe des tests et on fonctionne beaucoup par l'entretien individuel. Ce que l'on croit, c'est à la personne, ce que vous disiez. Donc on passe énormément de temps avec eux, on reçoit 100% des gens qui postulent, c'est-à-dire qu'on étudie le dossier a posteriori de l'entretien.
parce qu'un bac STMG qui a 9 de moyenne peut quand même être intéressant s'il n'est pas beau en philo, en sport et en histoire géo, par exemple, parce que ce n'est pas ce qu'on va chercher après. En revanche, on peut avoir des bacs S qui ont 17 de moyenne et qui sont des profils excellents pour l'enseignement, mais qui ne sont pas automatiquement intéressants, avec plein de guillemets, pour un BTS commerce par exemple, parce que ce n'est pas automatiquement ce que va chercher un responsable de magasin. Vous voyez, donc le fait de passer énormément de temps sur les entretiens individuels, ça permet de découvrir, de connaître, d'échanger après avec les équipes entre les admissions et les relations entreprises. Ils échangent beaucoup. On ne dit pas un jeune qu'on trouve de l'alternance avec certitude parce qu'on ne le sait pas. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout pour trouver. Ce que je dis toujours à mes équipes, c'est qu'il faut qu'on puisse regarder un jeune dans les yeux en lui disant « j'ai tout fait pour te trouver de l'alternance ». BNP, Bouygues, BM, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas nous qui choisissons, mais de tout faire pour qu'il puisse trouver de l'alternance, c'est notre mantra, si je peux me permettre. Je retiens que finalement, vous avez la même méthodologie qu'Aurélia Jublin, c'est-à-dire approfondir la connaissance de la personne pour cibler au mieux. Faire gagner du temps à nos entreprises partenaires dans le recrutement, qui ont parfois 1000 CV à lire, et c'est totalement impossible, donc ils vont faire des choix qui sont souvent arbitraires, des choix qui sont souvent sur la compétence et pas sur la personnalité. Et nous, on croit beaucoup sur les jeunes que la compétence, ça s'acquiert. Par contre, le savoir-être, plus il est là au démarrage, mieux c'est quand même. Alors, une dernière question, Mathieu Pénaud. Que doivent faire des étudiants qui nous écoutent et qui souhaiteraient intégrer ANSUP ou NCTech? Postuler chez nous au plus vite, premièrement. Plus sérieusement, c'est venir nous rencontrer sur les JPO, venir nous rencontrer sur nos salons virtuels. Je sais qu'il y a un salon qui est encore pendant quelques semaines virtuel de l'étudiant, de l'enseignement supérieur, sur lequel il suffit d'aller sur notre site web pour avoir le lien. Et puis surtout nous rencontrer, c'est-à-dire que je dis souvent que si avec le groupe NSUP en France, la France irait mal, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres écoles qui sont super. Le tout, c'est de faire un choix. Il y a certaines écoles qui sont faites pour nous, d'autres qui ne le sont pas faites. Et il faut en rencontrer plusieurs, rencontrer des étudiants, rencontrer des formateurs, rencontrer les équipes. Et quand on se sent bien quelque part, c'est souvent là qu'il faut qu'on aille. Et la majorité des étudiants, en tout cas, se sentent bien chez nous. Et donc, pour une rentrée en septembre, il faut s'y prendre maintenant? Il faut commencer maintenant, tout à fait, tout à fait. C'est de maintenant, sur les admissions en tout cas, c'est de maintenant jusqu'à juin à peu près. Et puis après, sur la partie entreprise, j'ai peut-être laissé Viviane là-dessus, mais c'est un petit peu après de souvenir quand même. Oui, c'est plutôt à partir entre mars et août. Voilà. D'accord. Merci Mathieu Pénaud pour cet entretien. Bravo pour votre enthousiasme également. Si ça se ressent, tant mieux. Oui, complètement. On fait une petite pause et on retrouve Viviane pour parler du campus de Cergy plus précisément. Super. On sent que vous avez la pêche. Ouais. C'est bien. Elle donne envie d'y aller à l'aise là. C'est bien. C'est cool. Faut que je me détende. Ouais, c'est vrai qu'après, je me permettrais peut-être même de rebondir avec Viviane, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets des fois qui ne sont pas toujours évidents. Elle est arrivée il y a un an, donc c'est pas toujours. Oui, écoutez, bien sûr, vous interviendrez s'il le faut, mais sinon, c'est pareil, ça a été ce que je vous ai dit. Génial. Non, mais très bien. Et puis après, chez l'entreprise, c'est bien aussi d'en parler, non? Super. C'est quoi comme... C'est qui ça? C'est Nougaro. Ah, c'est Nougaro. J'adore. Non, je rigole. C'est pas la même génération. Non, c'est pas la même génération. Je vais voir un petit verre vidéo si c'est possible. On a le temps ou pas? Vous pouvez, mais vous pouvez pas rapporter le verre. Mais je peux quand même. Oui. Ouais, vous avez dû avoir beaucoup de demandes d'étudiants cette année, parce qu'avec tous les gens qui ont En fait, c'est ça. Je ne voulais pas trop rentrer dans le détail, mais on a vraiment des classes aujourd'hui qui sont plutôt à 27-28, parce que il y a une vraie complexité, c'est qu'il y a eu énormément de jeunes sur le bac, c'était n'importe quoi, tout le monde a eu. Ah oui. Le BTS, c'était n'importe quoi, tout le monde a eu. Quel a été le taux, mais... 91, je crois 92%. Oui, il y a plein de jeunes qui l'ont eu, objectivement, qui ne devaient pas l'avoir. Oui, bien sûr. Nous, on avait plein de jeunes en BTS qui avaient 8,5-9 de moyenne et qui l'ont eu, parce qu'on nous demandait, je ne sais pas si le terme est bon, mais on nous faisait comprendre qu'il ne fallait pas être trop difficile. Oui. Donc on s'est retrouvé avec un afflux incroyable d'étudiants à niveau bac et BTS. Et après, c'est pareil, même si on est privé, on a mis en place un certain nombre de sujets pour que les jeunes puissent avoir de la place, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, par exemple, typiquement, on a des classes à 27-28.
on n'est pas hyper heureux parce qu'on serait plutôt sur un 20-22, mais on n'a pas le choix. Oui. Sinon, c'était plein de jeunes à la rue. Et puis, par contre, il y a énormément de demandes d'entreprise. Et après, est-ce que ce sont des jeunes qui auront mon diplôme dans 2 ans? En fait, alors ce qui va les sauver, je pense, c'est que comme ça va être compliqué cette année encore, ça va être cool. Et je pense qu'ils vont pas. Sur Radio IDFM, Claude Nougaro, le jazz et la java. Radio IDFM 98, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Aurélia Jublin, fondatrice et dirigeante de Repérage, un cabinet de recrutement indépendant. Mathieu Pénaud, chef d'entreprise du groupe NSUP, et Viviane Noël, responsable des relations entreprises NSUP Cergy. Alors Viviane Noël, je m'adresse à vous. En tant que responsable de ces relations entreprises NSUP Cergy, quelles sont vos fonctions exactement? Donc en fait, moi je suis en charge donc, des relations avec les entreprises, du développement des partenariats et du suivi des étudiants. Et après voilà, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, être en adéquation toujours entre les étudiants et les entreprises. Voilà, on a d'un côté la recherche de partenaires à trouver, donc surtout sur Cergy puisqu'on a ouvert cette année. Donc on partait d'une feuille blanche, il a fallu effectivement trouver les partenaires et les entreprises qui puissent prendre nos alternants. Et de l'autre côté, effectivement, on a aussi le suivi de nos étudiants, que ce soit effectivement avant qu'ils trouvent une entreprise et une fois en entreprise. Alors, on a bien compris que le campus de Cergy s'est ouvert début 2020. Est-ce que cette année a été plus difficile justement par rapport à cette recherche d'entreprise compte tenu de la crise? Alors, non. Non, vous n'avez pas ressenti? Au final, en fait, donc on a eu... moi, j'ai intégré l'ENSUP en mars. Donc, c'est en fait, c'est le mois de mars, c'est au début des campagnes de recrutement des alternants. Donc, il y a eu le confinement et au final, c'est vrai que c'était pas évident, mais on a quand même déjà beaucoup... moi, j'ai pas mal communiqué via LinkedIn, etc. pendant le confinement, donc avec les partenaires potentiels du 95. Il y a eu pas mal de bons retours, effectivement, déjà un accueil qui était très positif. Et donc après, une fois le confinement terminé, c'était mi-mai, donc on a fait effectivement, alors je vais reprendre un peu les termes que Aurélia prenait tout à l'heure, mais de chasse, oui. De partenaires, donc oui. Effectivement avec de la prospection, on va dire, basique, et avec mon équipe. Et donc effectivement, on a dès le début quand même pas mal d'offres, donc c'était assez intéressant. Et puis il y a eu surtout une grosse chose qui a vraiment été en notre faveur, ça a été l'aide à l'embauche des apprentis qui a été mis en place à partir du mois de juillet, qui a été vraiment l'élément moteur, un ballon d'oxygène pour toutes ces entreprises qui étaient qui étaient un petit peu en recherche, et puis qui avaient un petit peu peur, parce que c'est vrai que de s'investir dans un apprenti ne sachant pas trop comment va être demain, c'est vrai que ça a été vraiment un vrai élément moteur. Oui, selon vous, comment justement votre notoriété, elle est due à cet emplacement de vos établissements dans l'ouest de Paris, où il y a un bassin parisien, un bassin économique important? Oui, alors en tout cas pour Cergy, je sais le 95 étant le département où il y a le plus de jeunes en France. C'est vrai que c'était effectivement, je pense, ça après effectivement Mathieu et Alexandre ont... Oui, juste pour répondre à ça. C'est un choix que vous avez fait en fait, volontairement? C'est un choix qu'on a fait. On était présent à Saint-Quentin en Yvelines. Alors là, pour parler un petit peu d'Alexandre très rapidement, on a un vrai choix qui est d'être proche de hub de transport. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de Paris. C'est important. Cergy également. Il y a des communautés d'agglomération. Donc, qui dit agglomération dit beaucoup de communes. C'est vrai aussi. Et il y a des grandes universités. Et en fait, le fait d'être présent sur le 78, là je parle pour la partie entreprise, ça nous permet de toucher l'ensemble du 78, le haut du 78, où quand vous êtes, alors, je ne suis pas un expert, mais je crois que c'est Carrières-sur-Seine par exemple, vous êtes aussi proche de Cergy que de Guyancourt, quasiment. Et ça nous permet de toucher aussi le 92 avec la Défense. Et d'être, et c'est ça qui est important, c'est qu'un étudiant ne soit jamais trop loin de son lieu d'habitation,
de son lieu de formation et dans son lieu de travail. Et en fait, ces 3 sujets font que grâce au transport ouest parisien, l'Est doit être super aussi, mais à part Disney, je le connais moins. Ouais. Et on est vraiment sur des sujets où on peut toucher un grand bassin économique. Parce que donc vos étudiants viennent de quel horizon? 78, alors je pense que là on n'a pas fait de sujet encore de statistiques sur le 95, mais je suis convaincu que ce sera la même chose 78, c'est-à-dire que vous avez 90% des jeunes qui viennent du 78 sur Guyancourt, quelques-uns qui viennent du 92 vers Chaville, etc., c'est-à-dire très proche de RER, un petit peu du 91, et puis après vous avez le 28 et le 27, et Cergy, je suis convaincu que c'est la même chose. C'est-à-dire que le positionnement qu'on a, c'est qu'on laisse la possibilité à des étudiants qui n'ont pas spécialement envie d'aller sur Paris, de pouvoir être à côté de chez eux. Et c'est hyper rassurant des fois pour des parents dont les enfants à 18 ans vont dire « je veux faire de l'alternance, papa-maman ». Mais au moins je ne pars pas très loin de chez moi, vous voyez. Et en fait, ça permet d'avoir cette chose-là, et même la Défense, les 4 temps, c'est à 30 minutes, quoi, je crois. Oui, tout à fait. On a aussi, alors dans le 95, on a pour Cergy, on a la majorité effectivement des étudiants qui viennent du 95. On a aussi plutôt du 92, Colombes, donc on a des étudiants. Et aussi dans l'Oise aussi, on n'est pas loin non plus de l'Oise. Méru, entre autres. Beauvais, compagnie, etc. Effectivement, et vu que je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'écoles dans ce secteur qui proposent ces formations-là, c'est un bon compromis. C'est ça. Et donc, quand vous avez ouvert le campus de Cergy, tout de suite, vous avez eu des inscriptions Alors, ce qu'on a fait pour le campus de Cergy, c'est que c'est un projet qui est au long cours, hein, oui, qui maturait. Qui maturait, c'est le cas de le dire. Et donc, on a commencé en janvier 2020 par recruter des gens, aussi bien admission, et ce que je vous disais, d'aller prêcher la bonne parole dans les lycées. On avait encore le droit de le faire de façon physique. Et ce travail, je me souviens, Viviane est arrivée le 3 ou 4 mars, 10 jours après, il y avait le confinement, donc ça a été compliqué, on s'est dit où est-ce qu'on va au final. Et puis, grâce, je ne parle pas de politique, mais je vais parler d'aide de gouvernement, donc grâce aux aides du gouvernement, grâce aussi au fait qu'on a été super bien reçus par l'ensemble, le maire de Cergy, la communauté d'Aglo, enfin voilà, on a senti que malgré vous avez ressenti qu'il y avait un besoin, un réel besoin. Oui, tout à fait. Il y a de la place, voilà, il y a de la place, il y a beaucoup de jeunes. C'est ce qu'on dit très souvent avec Viviane, c'est qu'un jeune qui est dans une autre école, tant mieux pour lui s'il trouve de l'alternance, le tout c'est qu'un partenaire est un partenaire de plusieurs écoles. Et voilà, il y a un jeune qui un jour travaillera dans la société X à Cergy, qui est de l'ENSUP, ou d'Encitec, un jour ce sera ITESIA, demain ce sera l'université, la vie est belle. Voilà, il y a de la place, il y a beaucoup de jeunes, ça se saurait si tout le monde avait une formation. Donc voilà, on prend la place de personnes, on aide des jeunes aussi à trouver. Et c'est pour ça que je pense qu'on a été bien accueillis des entreprises et puis du tissu économique local au sens large. Des réseaux aussi peut-être qui créent tout le 95. Oui, tout à fait. D'où ce label Made in 95 que vous revendiquez. Alors vous, Viviane Noël, comment vous y prenez-vous justement pour trouver les entreprises qui vont être en adéquation avec vos étudiants? Alors déjà, on va effectivement, alors c'est un petit peu, on a certes pas mal de missions qui sont similaires, encore une fois, avec Aurélie. Effectivement, on va effectivement faire la pige, on va rechercher d'une part effectivement les besoins s'il y a sur Internet. On a aussi à aujourd'hui maintenant des partenaires qui sont actifs, vu qu'on a déjà plus de effectivement 260 étudiants qui sont en entreprise. On a une continuité effectivement de nos partenariats, donc tous les ans après effectivement historiquement ils vont avoir des besoins qui vont être réguliers. Donc on va suivre justement et fidéliser nos partenaires. Et on a également tout ce qui est prospection, ça va passer par du téléphone, ça va passer par du LinkedIn, ça va passer par effectivement quand les centres commerciaux sont ouverts aussi, aller taper aux portes et savoir. Vous-même vous déplacez pour rencontrer ces partenaires? Oui, tout à fait, oui. On est, alors après c'est aussi je pense un peu l'ADN de l'ENSUP et c'est pour ça aussi en tout cas qu'on y est bien, c'est qu'effectivement on est au plus proche que ce soit de nos partenaires et que ce soit de nos étudiants. On essaye vraiment de les accompagner, d'être à leur portée, d'être toujours là. C'est vraiment, en tout cas moi, un vrai leitmotiv, c'est d'être toujours présente pour mes étudiants, pour mes partenaires. C'est ce qui fait aujourd'hui votre notoriété.
Ouais, en fait, on n'a pas la prétention de dire qu'on invente quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous fassiez un BTS à Marseille, à Toulouse, à Paris, à l'INSUP ou ailleurs, c'est un BTS. La seule vraie différence, c'est l'engagement qu'on met tous pour l'étudiant. C'est-à-dire que moi, j'espère que les équipes aussi, mais je me couche serein le soir de me dire que j'ai fait le maximum pour nos 850 étudiants. Il n'y a pas quelqu'un où on se dit il rapporte de l'argent, ou lui on s'en fiche parce qu'il n'est pas gentil. C'est-à-dire que chacun, c'est des fois l'image un peu qu'ont les écoles privées, vous savez, de Boîte Afrique. On a vraiment essayé de contrecarrer ces codes en disant non, ce qui fait qu'avec Alexandre on s'est lancé là-dedans, c'est le côté humain. C'est pas, sinon on serait resté dans autre chose. Et on y croit, et je pense que les équipes y croient aussi, c'est-à-dire que quand j'ai dit à Viviane qu'on va voir 300 jeunes par an, c'est énormément de travail. Mais quand les partenaires lui disent c'est génial, vous êtes la seule à faire ça, en ce moment difficile, oui. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà, vous êtes... On est les seuls à le faire. Oui, c'est la reconnaissance et la gratification de votre travail. Exactement. Justement, je me demandais si... non, j'ai oublié ma question. Donc, je voudrais qu'on parle là un petit peu de la taxe d'apprentissage, parce qu'elle est nécessaire pour quand il y a des étudiants en alternance et même peut-être initiale, ce dont vous nous avez parlé. C'est exactement ça. En fait, la taxe d'apprentissage, c'est lié à nos initiaux. C'est vrai que le nom peut parfois être un peu bizarre. Je ne vais pas entrer trop dans des détails techniques, mais la taxe d'apprentissage, c'est pour les formations en initiale, c'est-à-dire la part que on peut recevoir, les fameux 13%. Elle est nécessaire, oui, non. C'est-à-dire qu'on fait nos budgets sans taxe d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un plus. Pourquoi ? Parce que la taxe d'apprentissage, au départ, vous l'ignoriez. Ah, exactement. Oui. En fait, quand on a repris l'école, c'était 23%, c'est baissé 13%. Oui. Imaginez 10% de budget en moins, en tant que chez l'entreprise, ce serait compliqué. Donc c'est un plus. C'est un plus qui ne nous permet pas de partir en vacances ou de faire des choses géniales, ça nous permet d'investir dans le matériel ou l'investissement pédagogique, d'ouvrir de nouvelles formations. Donc effectivement, c'est nécessaire parce que c'est un plus. C'est aussi un engagement des entreprises nouvelles que l'on aura en tant que partenaire. Ça prouve qu'ils sont contents de notre travail, c'est assez simple. C'est-à-dire s'ils se rendent compte que l'on travaille bien, très souvent, ils nous appuient pour le développement de nouvelles formations. On a 90% des partenaires qui donnent, ne serait-ce que, ça peut être 10 €, une taxe d'apprentissage, c'est lié à la masse salariale, donc automatiquement la masse salariale d'Aurélia n'est pas la même que Bouygues. Mais même 10 €, c'est en fait, peu importe le montant, c'est le fait que si on donne, on est content, vous voyez, et c'est ce qu'on cherche dès le démarrage. Mais voilà, on ne vit pas grâce à la taxe d'apprentissage, c'est vraiment, permettez-moi l'expression, du beurre dans les épinards. Oui, c'est ça, c'est pour améliorer, comme vous le dites, le matériel. C'est ça, c'est bien évidemment qu'on investit, mais cet argent, dans tous les cas, il est fléché, c'est-à-dire que c'est pour l'amélioration de nouvelles formations, de matériel pédagogique. Vous n'êtes pas censé... vous savez qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par l'ensemble des établissements sur le digital. On a créé des plateformes e-learning. Voilà, c'est énormément de travail, c'est énormément d'investissements financiers aussi. Et au sens large, voilà, cette taxe, comme l'ensemble des appuis qu'on peut avoir financiers des entreprises, nous permettent de continuer à innover pour que les jeunes soient toujours satisfaits le mieux possible de ce qu'on est capable de leur proposer. Alors, pardon Viviane Noël, je vous en prie. Le versement de cette taxe se fait en ce moment. C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire exactement, que c'est jusqu'au 31 mars, je crois. C'est du 1er janvier. Je crois que c'est jusqu'au 31 mai. Mai, pardon. Et il est important de dire que ce sont les entreprises qui décident d'affecter à quel établissement elles vont verser cette taxe. Donc, c'est peut-être le moment de faire un appel pour vous. Tout à fait. Donc, en fait, la taxe d'apprentissage, un petit peu pour résumer ce qu'il en est, c'est 0,68% de la masse salariale brute de l'entreprise. Et donc, en fait, sur partir de ces 0,68%, il y a effectivement 13%, donc on appelle le barème ou le solde de la taxe d'apprentissage, qui sont versés à l'établissement ou aux établissements de votre choix. Et donc voilà, c'est effectivement un vrai coup de pouce pour nous établissements, de nous aider à justement investir, que ce soit dans la péda, que ce soit dans les matériaux, justement dans le digital, dans le e-learning, dans aussi nous qui sommes effectivement nouveaux sur Cergy. On a des locaux qui sentent la peinture et qui sont tout neufs. Voilà, ça nous aide aussi entre autres
au bien-être pour les étudiants aussi, pour qu'ils soient dans un cadre positif et bien. Oui, il est important de dire aux entreprises, bon, je pense qu'elles le savent, mais on peut enfoncer le clou, qu'en contrepartie, elles reçoivent un reçu libératoire pour l'URSSAF. Hein, Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai retrouvé la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Mathieu. C'est, est-ce que vous avez assez de recul par rapport à vos étudiants? Est-ce que des étudiants viennent aujourd'hui pour vouloir être formateurs dans l'école, ou c'est trop tôt? Est-ce qu'on a, votre question c'est est-ce qu'on a Parce que je crois que vous avez parmi vos formateurs, vous avez des gens qui viennent de l'entreprise. Oui. Donc est-ce que des étudiants aujourd'hui seraient en capacité de venir former? Oui. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Pour moi, la formation, c'est pas juste de parler, c'est d'apporter quelque chose. À 25 ans, difficile d'avoir des fois la prétention d'apporter des choses quand on a vécu. Oui, mais en tout cas, d'apporter son témoignage en tant qu'étudiant. Oui. Il y a une chose dont je suis fier, et je pense qu'on peut tous l'être, c'est que notre premier recrutement en CDI sur Guyancourt, elle s'appelle Tiffany, et c'est une étudiante de l'ENSUP, c'est-à-dire qui était dans les équipes entreprises, c'est-à-dire que rien de mieux qu'un étudiant de l'ENSUP qui travaille en interne, qui en plus fait le choix de rester chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas menti tout au long du process. Morgane, notre responsable promotion sur Cergy, c'est une jeune qui allait une grande femme maintenant, qui est allée jusqu'au Bac+3 chez nous, qui a fait le choix d'aller chez PSB, grand bien lui fasse, une très belle école, et elle est revenue postuler chez nous en CDI. C'est-à-dire que si vous avez des étudiants de l'ENSUP et d'ENCITEC qui reviennent en CDI chez nous, ça veut dire qu'on ne leur ment pas. Et sinon ils sont tous un peu foufous. Et comme on n'y croit pas et que c'est des gens bien sous tout rapport, ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils croient aussi à ce modèle-là, même si pour l'exemple de Morgane, elle a fait une grande école. Mais voilà, il y a autre chose qu'on peut apporter que le principe d'être une grande école. C'est l'élitisme un peu français. Il n'y a pas que ça. Surtout la génération actuelle n'attend pas que l'élitisme, au contraire. Elle attend des choses un peu factuelles. Et factuel, c'est trouver un travail. Viviane Noël, donc vous nous dites que c'est vous qui cherchez les entreprises pour placer vos étudiants. Mais est-ce que l'inverse existe? Est-ce que des entreprises font appel à vous directement parce qu'ils sont en recherche de jeunes en alternance? Alors oui, c'est mon équipe de manière générale. et donc effectivement, on a donc majoritairement, alors c'est encore une fois, on est dans un contexte où on a ouvert cette année sur Cergy, donc là on a effectivement de plus en plus d'entreprises où le téléphone sonne, effectivement des partenaires entrants ça de plus en plus, et c'est très flatteur et très valorisant, voilà, de voir effectivement la récolte de ce qu'on a semé précédemment. Mais de manière générale, jusqu'à présent, c'est vous qui démarchez. Mais la tendance s'inverse. Vous sentez que la tendance est en train de s'inverser? Bah oui, après c'est normal, il faut le temps au temps, on n'était pas du tout connus, donc maintenant qu'on a fait nos preuves et maintenant que je pense, voilà, ça s'est bien passé, les personnes voient aussi comment on travaille, c'est important aussi avant de s'engager. Les gens, les partenaires, les entreprises aiment bien aussi voir comment on travaille. Et puis voilà, le bouche à oreille fait que ça marche aussi beaucoup dans le 95, le bouche à oreille. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui viennent à nous. Alors si vous aviez un appel à lancer auprès des entreprises, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, je leur dirais de ne pas hésiter à pouvoir à nous appeler ou à nous contacter pour effectivement trouver leur alternant pour l'année prochaine. L'alternance est vraiment la solution idéale actuellement justement pour pouvoir aider si on veut justement être aussi dans une démarche sociétale. C'est important aussi, je pense, de pouvoir aider nos jeunes. Et donc grâce à l'ENSUP, on pourra leur trouver un étudiant qui soit vraiment, qui réponde vraiment à ses besoins, parce que c'est là où c'est important aussi, où on a un vrai rôle d'écoute par rapport à nos partenaires. C'est qu'on ne va pas leur envoyer la classe entière, on va sélectionner après justement échange avec la personne, avec le RH ou autre, ou le gérant, selon justement ce qui se sera passé, l'échange qu'on aura eu au téléphone. Je vais savoir, effectivement, on va savoir quels va être puisqu'on connaît aussi les étudiants, puisqu'en amont on est aussi en lien avec les admissions, et on va pouvoir leur proposer vraiment l'étudiant qui est en adéquation avec ses besoins
que ce soit dans l'expérience professionnelle si besoin est, par rapport au niveau de formation, mais surtout par rapport au savoir-être requis, puisque selon les entreprises, ce n'est pas les mêmes, et c'est très important pour nous de ne pas nous tromper, puisque une fois qu'un étudiant est en entreprise, le but c'est qu'il y reste. C'est ça, est engagé. Et que tout le monde soit content. Donc alors, voilà, n'hésite pas à nous contacter. Donc ça, on va dire que c'est dans le meilleur des mondes, mais arrive-t-il parfois justement qu'un étudiant se trompe? Que se passe-t-il? Alors, j'aime pas dire qu'un étudiant se trompe, parce qu'un jeune de 18, 20, 21 ans, il a plus que le droit de se tromper. Moi-même, à 25 oui, ans, mais je veux dire, il a cru aller dans une direction et puis il s'aperçoit que ça ne correspond pas. C'est pour ça que le fait de rencontrer l'étudiant des dizaines d'heures, peut-être pas des dizaines d'heures, je viens du Sud, je vais essayer d'en enlever quelques-unes, 2-3 heures, facilement, par des différents ateliers, ça permet normalement de le connaître. Après, il y a toujours, vous savez, le jeune qui dit je veux faire du commerce, parce que le commerce ça a l'air sympa, et puis qui doit ouvrir le magasin à Vélizy ou ici à Herblay à 10h du matin ou à 9h du matin un dimanche, et qui se rend compte qu'il n'aura plus jamais de vacances et de week-end, pardon, automatiquement ça pique. Et donc bien évidemment que ça arrive, encore plus en ce moment, de par toute la situation qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais le rôle de nous, c'est de faire que ça arrive le moins souvent possible, et quand ça arrive, de tout faire pour réfléchir la personne sur le bon sujet. C'est pas parce qu'un jeune abandonne, là je connais plus le prénom, mais je sais qu'il y a un jeune qui est parti faire des études de police, après avoir commencé et même trouvé de l'alternance en BTS commerce, grand bien lui fasse. Il vaut mieux qu'il se rende compte maintenant qu'à 40 ans quand ce sera trop tard. Mais voilà, le taux d'échec est très faible chez nous grâce à tout ce qu'on a pu dire, taux d'échec dans le sens abandon. Et surtout, il est extrêmement faible à partir de Bac+3. Il y a beaucoup de jeunes qui se trompent à 18 ans, 18 ans et demi, voilà, c'est-à-dire tout au démarrage. Parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. À partir du Bac+3, on n'a quasiment aucun échec. Ils sont sur des rails. Exactement, ils sont sur des rails, tout à fait. Alors pour revenir à l'année 2020 et la crise sanitaire, donc tous vos cours ont été délivrés en présentiel, par visio? Exactement, on a été obligé lors du premier confinement de tout faire en distanciel, de se souvenir, c'est vrai qu'il y a eu tellement de confinements, reconfinements, déconfinements que j'ai parlé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'opportunité de refaire venir un certain nombre de nos étudiants en présentiel sur des TD, des travaux dirigés. On a l'opportunité de refaire venir ce qu'on appelle les publics un peu à risque, comme les premières années de BTS par exemple. Mais voilà, on fait attention parce qu'on est un peu, et j'imagine comme le gouvernement, pris entre deux feux, c'est-à-dire que notre rêve, mon rêve si je dois parler à titre personnel, c'est qu'ils soient tous en présentiel. Et après, si je réfléchis intelligemment, je me dis que 30 personnes étudiants dans une classe, même avec un masque, c'est-à-dire avec des échanges, c'est pas très bon si à un moment donné on souhaite arrêter le virus. Donc c'est très compliqué. On fait le maximum de tout ce qu'on peut. C'est une gestion compliquée. C'est une gestion qui est terriblement compliquée. Et là, je vais parler en nom, mais je pense surtout à eux, c'est-à-dire que ça doit être très très compliqué. Et c'est pour ça que le message que je souhaite leur faire passer, s'il y en a ne serait-ce qu'un qui écoute, c'est il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. On sait que c'est dur. Le bac a été un peu plus simple à avoir cette année, le BTS un peu plus simple à avoir l'année dernière, aussi parce que l'éducation nationale se rend compte qu'on ne peut pas voir un jeune de 2020 comme un jeune de 2017. Nous aussi, on sera cool, il y a eu des examens blancs, quand je dis cool, juste, mais plus cool que les autres années. On ne va pas leur mettre la tête dans le seau alors qu'ils l'ont déjà. Le tout, c'est voilà, il faut... nous sommes les brassards, en fait, ils sont en train de couler, mais nous sommes les brassards. Vous êtes là pour les maintenir hors de l'eau. Et quand il y aura la décrue, après ça ira bien, mais il faut qu'ils croient en l'avenir, vous voyez. Donc c'est ça. Et c'est vrai que le distanciel, c'est assez compliqué. Nous, on a des étudiants qui ont commencé en mars 2020, qui potentiellement sont en distanciel ou quasi depuis 1 an, qui ont 18 ans, qui sont pour certains en chômage partiel depuis quasiment 1 an, ou qui ont une fin d'alternance parce qu'une entreprise a coulé, etc. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour autant, demain, ça ira mieux. C'est ça, oui. Je peux dire que c'est d'ailleurs le message un petit peu général que je ressens à travers tous mes invités qui pensent que c'est vrai, en ce moment c'est dur, mais quand ça va reprendre, ça devrait démarrer très fort. Alors on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais juste rappeler que je recevais ce matin Aurélia Jublin, fondatrice et dirigeante de Repérage, un cabinet de recrutement indépendant, Mathieu Pénaud et Viviane Noël du groupe NSUP et NCTech. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun, Aurélia Jublin, avant de nous quitter? Que le travail recommence, en effet, que le virus s'arrête, en effet, qu'il s'en aille enfin,
Et puis oui, surtout que l'activité reprenne pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et qu'il y ait le moins d'entreprises qui ferment les portes, ça serait l'idéal. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, je voudrais juste se rappeler le nom de votre cabinet, Repérage, R-E-P-E-R, apostrophe A-J. Voilà, tout à fait. Merci. Vous, Mathieu Pénaud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, pour nos étudiants, la meilleure réussite possible sur la promo qui arrive, la 2021, une très bonne rentrée. Effectivement, une situation sanitaire qui va bien, parce que ça veut dire que l'économie ira mieux. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Et vous, Viviane Noël? Pareil, effectivement, que le virus soit derrière nous. Et je nous souhaite effectivement plein une rentrée 2021 avec plein de nouveaux étudiants et avec plein de partenaires. Donc je rappelle, c'est le groupe NSUB, NCTech, que l'on peut, vous avez un site internet, j'imagine, bien sûr, que l'on peut retrouver. nsub.eu et nctech.eu, et puis après, tout est bien fléché normalement. D'accord, très bien. Eh bien, merci à tous les trois. Je suis ravie de vous avoir reçus. J'ai bien apprécié en tout cas votre interactivité et que vous vous êtes bien trouvés ensemble avec Aurélia et tous les trois. Merci. Beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir. Merci Philippe de nous avoir accompagnés avec la musique. Je vous retrouverai maintenant mardi prochain, 9 février 2021. Demain, c'est Florence Sueur qui animera le bar de l'économie. Je vous souhaite une belle semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bon. Vous ne partez pas, je fais ma photo.